Bienvenue sur Smart Report, le podcast dédié à la fonction finance et à la consolidation. Produit par Bismart en partenariat avec Amelkis, ce contenu exclusif décrypte les réglementations et leurs évolutions tout en explorant les dernières innovations. Smart Report, des regards d'experts et de dirigeants pour éclairer les décideurs financiers. Bonjour à tous, vous êtes sur Bismart for Change, vous nous écoutez sur les plateformes de replay. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de Smart Report, le podcast qui est dédié à la thématique du reporting, qu'il soit financier, extra-financier, co-organisé avec Amelkis. Nous recevrons chaque semaine des dirigeants, des experts, des praticiens qui viendront partager avec nous les meilleures pratiques afin de mener des projets de reporting d'ampleur et créateurs de valeur dans les différents groupes. Mathieu Garat, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec moi sur ces deux premiers épisodes. Vous êtes le directeur de la BU ESG et XBRL au sein d'Amelkis. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Et nous recevons donc notre toute première invitée, Sarah Guéraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée et en charge du pôle développement durable et RSE au sein de Fideliance. Exactement. Merci d'être avec nous. Une première question, je me dois de vous la poser à un moment où on voit que, on va dire que la réglementation, ce qui se passe un petit peu à Bruxelles en ce moment, nous mène vers un allègement finalement de ce qui va être demandé aux entreprises, qu'il y a peut-être un sentiment de retour en arrière, que certains, on va dire, dans certains pays, certains politiques se saisissent du sujet pour appeler, voire même un assèchement complet de la thématique et des engagements demandés aux entreprises. Est-ce que c'est encore un sujet, le ESG, en 2025 ? En fait, c'est le sujet clé. C'est le sujet clé. Et aujourd'hui, du coup, ce n'est pas un problème du coup de réglementation. La réglementation va juste, du coup, un peu accélérer, du coup, la thématique. Mais aujourd'hui, c'est là. Moi, ça fait 10 ans que je suis, en fait, tous ces sujets. Donc, j'accompagne beaucoup d'entreprises, du coup, sur cette thématique-là. Et en fait, pourquoi le réglementaire, c'est pas un point ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur la préservation de la valeur. Et on sait très bien, du coup, que l'ESG va aider à préserver la valeur de l'entreprise sur les 3 KPI que tous dirigeants connaissent bien. Et c'est leurs 3 KPI préférés. C'est le chiffre d'affaires, les coûts, maîtrise des coûts, et le trésor, donc les financements. Et aujourd'hui, et donc l'ESG va aider à maîtriser du coup, ces 3 données. Sur le chiffre d'affaires, se diversifier, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une marque de différenciation de mettre en place du coup, des données ESG. Sur les coûts, parce qu'on sait que voilà, dès lors qu'on maîtrise sa chaîne de valeur et sa chaîne d'approvisionnement, du coup, on va maîtriser du coup, ses charges dans son compte de résultat. Et bien sûr, la trésorerie, parce qu'aujourd'hui, pour accéder à des financements, plus de 80% des banques intègrent des critères ESG dans leur analyse bancaire. Sans même parler des fonds d'investissement. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un sujet clé. Mathieu, sur ce qu'évoque Sarah, c'est le fait d'être future-proof. Ah mais complètement, et de la même manière, moi j'avais encore entendu un exemple récent où il y a des banques qui ont refusé des crédits. Parce que les entreprises n'avaient pas d'informations ESG à soumettre. Donc maintenant, on a des refus de crédit. Et ça, en termes de business, ça change complètement la donne. On est bien loin de l'incantatoire utilisé comme argument par les détracteurs à l'ESG. Donc, vous le savez maintenant, vous avez encore 11 minutes avec nous. Écoutez bien, c'est important. Sarah, je me retourne vers vous. Vous accompagnez les entreprises sur la mise en place de leur démarche ESG. Vous le disiez depuis plus de 10 ans. En quoi la gouvernance est-elle un facteur déterminant pour la réussite d'un tel projet dans une entreprise ? En fait, c'est le facteur essentiel. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises commencent par se dire, je vais prendre un petit stagiaire, pour collecter... Ou quelqu'un qui lève la main. Voilà. Très peu. C'est pas quelqu'un qui lève la main, c'est quelqu'un qui était plutôt... on a pointé le doigt. Voilà, c'est ça. Donc, pour se dire, allez, je commence à collecter quelques données. Le stagiaire, il va copier un rapport d'un de mes concurrents. Et hop, avec l'IA, je fais un joli rapport et c'est bon. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'est qu'on voit, et en fait, on le voit aujourd'hui. On sait très bien identifier les entreprises, ce qu'on appelle, qui font un peu de mission washing, qui produisent des documents sans vraiment y croire, d'une organisation avec une vraie gouvernance. Voilà, c'est pour ça que la gouvernance, c'est clé. Et surtout, ça permet de faire avancer les sujets bien plus rapidement. Voilà. Et pour ça, on sait très bien tous, il faut une gouvernance qui pilote. Et plus qu'un président, voilà, on a le président, on a le directeur général, c'est 2 acteurs clés, mais surtout, il faut aussi les directeurs, qui pilotent du coup les BU, parce que c'est eux finalement qui vont porter aussi la bonne parole auprès des équipes. Alors donc, que répondre à la fameuse phrase « Oh, mais avec tes trucs ESG, tu m'embêtes, j'ai pas le temps ». Il y en a plein qui le disent, il y en aura toujours qui diront. On le sait, voilà. Alors qu'est-ce qu'on leur répond à ceux-là ?
C'est pour ça qu'il faut que la gouvernance, du coup, soit la plus convaincante possible. Et du coup, la première étape, pour démarrer une démarche, il faut que le dirigeant soit formé. Parce qu'en effet, c'est le premier axe. Il y a beaucoup de dirigeants qui veulent y aller, ne savent pas trop comment. Et s'ils n'ont pas le bon niveau de discours, ils n'arriveront jamais à convaincre leur directeur. Donc ça vient d'eux. C'est pour ça qu'il faut qu'ils comprennent le sujet, pourquoi c'est important. Et c'est vrai que sur ces questions-là, on revient sur les sujets clés, valeur de l'entreprise. Pourquoi c'est important ? C'est simple, si on le fait peur, on perd du business. Voilà. Et là, souvent, ça tique. J'imagine, ou quelques tours d'EBITDA sur une session un jour. Exactement. Si on n'est pas future-proof. Mathieu, on parle aussi de gouvernance de la data. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on est dans la gouvernance. La gouvernance de la data, c'est aussi quelque chose qu'il faut adresser dès le début pour pouvoir avoir les bonnes balises, les bons enjeux, réunir la bonne information et pas devoir repartir à zéro 6 mois après, être parti peut-être un peu trop bien en tête sur une façon de construire un reporting. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment embrasser déjà les différents référentiels qui sont disponibles. On a des normes sur lesquelles on peut s'appuyer et après, ça nous permet de structurer la collecte de la data qui est, faut pas se cacher, la grosse partie du travail. C'est-à-dire que c'est l'écueil sur lequel le butent le plus les entreprises, c'est-à-dire localiser l'information, la définir et pouvoir après la reporter au sein d'un ensemble de collectes, puisque après il y aura la deuxième phase qui sera la consolidation et à la fin on va pouvoir donner des données groupes. Mais si on n'a pas une granularité qui est correcte et avec une donnée qui est correctement identifiée, on n'aura jamais un rapport consolidé. Mais ça veut quand même dire que au-delà du software et de la technique software et de la technique, on va dire réglementaire, ESG et financière, il y a du change là. Parce que on est sur un virage, on est sur un tournant. Gros change derrière. Il faut commencer à apprendre aux gens à saisir de la data quanti, quali, à la faire différemment dans toutes les BU. Oui, présidence, direction générale, faut au moins ça, parce que c'est un pivot quand même. Et une équipe structurée aussi. Voilà, ouais. C'est bien d'avoir du coup un amont, que la direction s'engage, mais aussi, comme on le disait, c'est d'avoir du coup une bonne donnée. Et pour ça, il faut que l'outil soit clair, soit apprécié par tous les collaborateurs aussi, parce qu'il faut que ce soit pris en main. Parce qu'une donnée pilotée une fois par an, ça ne marche pas. Ouais. D'accord ? Mais bon, c'est souvent le cas, malheureusement. Et, donc, il faut voir sur Excel. Voir sur Excel, ça c'est encore exactement. On peut en parler, effectivement. Nous, on a eu des grands groupes qui ont fait le premier exercice de reporting réglementaire, la CSRD, et qui nous ont clairement dit qu'ils l'avaient fait sur Excel. Au moins, ils se sont lancés, c'est déjà bien. Oui, mais ça leur permet de voir toutes les limites. Ça, c'était la première phrase. Et la deuxième phrase, c'est plus jamais. Oui, ça, on n'a pas un environnement très dynamique sur Excel, même si on sait un petit peu l'utiliser. Quels conseils vous donneriez tous les deux à nos auditeurs pour faire vivre le sujet ESG en interne au quotidien, mais aussi peut-être débloquer un investissement, du temps, une priorisation sur le sujet, alors même que nous sommes fin 2025, début 2026 ? Alors moi, je dirais, il y a deux sujets. Le premier qui marche bien, c'est le chiffre d'affaires. C'est clair, c'est qu'aujourd'hui, les groupes, ils y vont, qu'ils soient dans le seuil ou pas dans le seuil, du coup, de la CSRD, ils y vont pour deux besoins, en fait, finalement. Les grands donneurs d'ordre qui leur imposent, du coup, une démarche ESG, de reporting. Donc ça, j'appelle ça du chiffre d'affaires, parce que si on n'y répond pas, on perd des marchés. Et puis les banques, là, qui aussi, tu veux accéder à du financement, il faut que tu répondes à des critères. Donc déjà, si on parle un peu déjà de ces deux sujets-là, ça débloque plein de choses. Voilà, qu'on parle du banquier, qu'on parle du client, tac, tout de suite, les portes s'ouvrent. Ça, c'est le premier axe. Et après, donc ça, c'est souvent la première étape d'une boîte qui n'est pas forcément mature dans la démarche. On part sur ces sujets business. Et après, on arrive sur un deuxième niveau de maturité, au bout de quelques années. Il y a un meilleur discours aussi du président sur le sujet. Enfin, voilà, tout le monde s'imprègne un peu mieux de cette thématique. Et là, souvent, c'est la boussole qu'on donne du coup aux collaborateurs. On parle de raison d'être. Voilà, comment en fait l'entreprise prend en compte du coup ces enjeux sociaux environnementaux. Et là, ça aide un peu plus du coup ça aide un peu plus les équipes à mieux comprendre où est-ce qu'on va. Parce que c'est bien de collecter, mais finalement pourquoi ? À quoi ça sert ? Et c'est un peu aussi un peu la controverse qu'on a en ce moment, de se dire toutes ces données ESG qu'on a avant CSRD, on avait déjà des indicateurs bien avant, à quoi ça sert ? Qui les lit ? Qui les regarde ? En fait, quand on aura un peu mieux compris l'utilité de cette donnée, tout le monde comprendra que c'est aussi utile que récolter une donnée sur son chiffre d'affaires ou sur ses charges. Tout à fait. Et le fait de pouvoir allier la dimension extra-financière avec la dimension financière, c'est aussi un des moyens de faire prendre conscience en interne du coût associé
en fait, à une non-orientation ESG ou une inaction ESG, puisque ça le permet de le chiffrer et de le mettre face à la réalité. Donc ça, c'est pour le conseil. Et alors, l'erreur à ne pas faire, s'il y avait bien une erreur dans laquelle tombent tous les groupes que vous avez pu accompagner et qu'on pourrait éviter si on avait écouté ce podcast. Et bah, du coup, c'est de partir sous des outils. C'est la première étape, quand on veut se lancer, on se dit, on va écrire un rapport. Et écrire un rapport sans données, on a un peu de mal, quoi. Donc, la première étape, c'est toujours l'indicateur. Toujours la première étape. Et pour bien faire, tout de suite, on se met en ligne, on produit du coup une donnée qui est juste, correcte, parce qu'il n'y a rien de pire pour les équipes de commencer un indicateur, et puis non, je me suis trompé, c'est pas la bonne valeur, non, tu n'as pas fait du coup la bonne méthode, alors là, du coup, tout le monde se démotive. Ouais. Donc déjà que c'est compliqué de lancer une première dynamique, pas simple. Et après, du coup, on écrira. Voilà, on écrira, et c'est souvent ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire on part des indicateurs, on liste les actions qui expliquent du coup l'indicateur, et après on écrit sa politique. Parce que finalement, un reporting ESG, c'est quoi ? Un enjeu, du coup décrit en politique, et du coup quelles sont les actions qui permettent de répondre à la politique, et ensuite le résultat qui vient du coup mesurer, en fait, finalement, c'est tout ça, ça va bien dans le bon sens. Merci beaucoup, ça, Mathieu. L'erreur à ne pas faire pour vous? Moi, je dirais effectivement, c'est de penser que la solution informatique mise en place, en tout cas le côté technique, va résoudre tous les problèmes. C'est effectivement pas le cas. Et nous, on a bien compris cette situation, puisque les clients avec lesquels on travaille, il y a cette partie d'accompagnement à la base qui est faite par des agences qui sont spécialisées sur le sujet. Et une fois qu'on a effectivement bien mis à plat les enjeux, les problématiques de localisation de la donnée, les typologies de données, qui les écrit. On a aussi, par exemple, nous, des clients qui ont réparti les charges en termes de narratif pour dire, voilà, ça c'est plutôt porté au niveau du groupe. On ne va pas embêter les entités avec les descriptions de politique, puisque c'est le groupe qui va supporter ça. Et ça, effectivement, c'est important, parce qu'après, c'est beaucoup plus simple de mettre une réponse technologique en face d'un constat et d'une direction qui a été clairement prise, que de commencer à se dire c'est la technique qui va tout résoudre. C'est pas le cas. Donc construire les bons indicateurs, les bonnes politiques, et ne pas avoir le syndrome tick the box, j'achète le software, donc ça va se faire tout seul. Exactement. Quelles échéances clés les entreprises doivent-elles avoir en tête pour 2026 sur votre thématique à vous? Alors moi, c'est simple, il n'y a pas d'échéance, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que c'est très clair. Donc, moi, comme je vous dis, moi je suis depuis longtemps du coup les entreprises. Et aujourd'hui, j'ai clairement des groupes qui sont pas soumis, qui sont plus soumis en tout cas à la CSRD, et qui y vont quand même. Parce que en fait, c'est le donneur d'ordre ou les banquiers. J'en ai eu un il y a pas longtemps, de manière très concrète. Mais voilà, j'ai répondu à un appel d'offres du coup de la Poste. Alors j'ai réussi à l'avoir. Bravo, sans avoir eu de données ESG. Mais par contre, maintenant, il me demande une notation extra-financière. Comment je fais ? Là, du coup, il était un peu... il avait 3 mois pour répondre. C'est un peu court, 3 mois. Ouais. Donc, il faut y aller, du coup, maintenant. Et surtout, alors pour ceux qui ne sont pas encore matures, il faut commencer par le carbone. Ça reste, le climat reste quand même la donnée clé aujourd'hui. Et on le voit bien même au niveau des banques. On a vu encore un article ce matin du coup de la BCE qui a sanctionné du coup une banque espagnole sur ses risques climatiques. Donc on voit que c'est des sujets super importants. Et puis après, du coup, de rentrer étape par étape sur d'autres indicateurs, et surtout qu'ils soient pertinents et utiles. C'est ça qui est le sujet clé. Parce que pour convaincre les équipes, c'est pas pragmatique, ça marche pas. Donc il faut que pour en fait à la fin raconter une belle histoire et dire du coup où est-ce que va le groupe demain. Merci Sarah. Quelle est votre vision du reporting de demain finalement, si on devait extrapoler à 2030 ou même déjà dans 2-3 ans où les puissances des ordinateurs auront quadruplé ou décuplé? Alors moi je dirais que je crois beaucoup au reporting intégré. C'est-à-dire que je crois en le lien entre le financier et le non financier. Tout ça, c'est une démarche globale. On ne peut pas séparer les deux. Aujourd'hui, faire 2 rapports, c'est pas logique. Ça ne va pas imprégner les équipes, ça va pas permettre de faire du suivi, d'avoir du coup de la bonne donnée. Donc moi, je crois beaucoup au reporting intégré. Et aujourd'hui, on cherche encore une méthodologie pour évaluer toutes les actions du coup RSE, ESG en euros. Donc ça, c'est un grand sujet.
Il y a plein de méthodologies qui existent aujourd'hui, qui sont encore très très académiques. Donc, on n'a pas encore trouvé, en tout cas, nous, les comptables, la bonne méthode. Mais ça avance. Et donc, je crois beaucoup sur des valorisations complémentaires. C'est pour ça que le reporting intégré avec ces principes de coûts de grands capitaux est assez intéressant, du coup, à valoriser. Et ça, il faut le valoriser dans les comptes. Il ne faut plus qu'il y ait de comptes financiers et de comptes non financiers. Ça, il faut arrêter. Merci Sarah. Mathieu, le mot de la fin sur l'avenir du reporting. On va, de mon point de vue en tout cas, on va essayer d'aller dans la même direction que ce que les grandes entreprises ont déployé depuis un petit moment, à savoir une digitalisation, une extraction de la donnée qui est beaucoup plus automatique, beaucoup plus simple, de manière à pouvoir la comparer beaucoup plus facilement. Et ça va nous permettre après de pouvoir amener des éléments factuels sur où est-ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on peut augmenter les parts de business et comment en fait on peut valoriser ces informations auprès de ces parties prenantes. Ouais, on sent bien la thématique de utile que vous disiez au fait de l'impact de ce reporting et de cette agilité qu'il donnera aux entreprises qui ont su bien l'implémenter. Merci infiniment à tous les deux pour votre présence sur ce podcast. Pour ma part, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de Smart Report.